toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours, en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je sais pas comment le dire en elfique, malheureusement. Moi non plus, mais heureusement on a quelqu'un qui est très fort en elfique à côté de nous. On va tout de suite présenter Ryan Nordali. Bonjour Ryan. Bonjour André, ancien bonjour militaire français, britannique, très grand fan de notre sujet du jour de Tolkien. On a le plaisir de le recevoir à nouveau puisque on va parler justement aujourd'hui du monde des nains, des hobbits, des elfes, du Seigneur des Anneaux et au-delà du Seigneur des Anneaux, de ces textes divers et variés qu'on n'a pas tous lus avec le même degré de profondeur, mais qu'on apprécie quand même et où il est énormément question de guerre. Donc un fil de l'épée spécial, la guerre chez Tolkien, Tolkien et la guerre, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc, on va en parler tous les trois. Et on reconstitue la confrérie ou la compagnie de la draft, moi Simon Rio, pour parler donc de Tolkien. Alors, André a dit très grand fan, on va le dire, vous êtes un énorme geekos de Tolkien, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, je serais pas surpris qu'il y ait un tatouage en haut elfique quelque part sous ce pull. Pour être très clair. Pas encore, mais ça, ce ne serait ça pas peut être une crise de la cinquantaine, voilà. c'est tout à fait possible. C'est encore faisable. Mais je vais révéler sans embâche, les auditeurs fidèles savent que ça fait des années que vous venez dans le podcast, vous êtes même probablement le seul à avoir fait absolument tous les formats du podcast, que ça fait des années que vous me réclamez pour cette émission. Alors on en avait fait une il y a très très longtemps. Je tanne le cuir, Alexandre, littéralement, je vous harcèle, disons-le. Oui, tout à fait. Ce qu'on avait fait il y a très longtemps, une émission avec Wael, Tony Morin et Olivier Schmitt sur la guerre dans Star Wars, et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à me tanner pour avoir le pendant Seigneur des Anneaux, donc ça fait plusieurs années que ça dure, ça doit faire bien 4-5 ans. Très honnêtement, vous n'êtes pas le seul, c'est une suggestion qui m'est quand même arrivée très souvent, mais je vais dire, pour être très transparent, que mon problème avec ça, c'est que, très sincèrement, je n'avais jamais lu Tolkien, sérieusement. Après, j'ai grandi dans les années 90-2000, donc j'avais évidemment vu les films, mais très honnêtement, ça m'emmerdait un peu de parler comme ça d'un livre que j'avais pas lu, et d'un univers dont je n'avais qu'une petite partie, puisqu'il n'y a évidemment pas que le Seigneur des Anneaux, et en version Peter Jackson. Donc, je m'y suis mis ces derniers mois. Alors, évidemment, à chaque fois que je postais quelque chose relatif au bouquin, vous me flanquiez un fil de 15 tweets, de 15 skits sur Blue Sky pour m'expliquer pourquoi j'étais un débile et pour me faire un cours sur la guerre dans le Seigneur des Anneaux. Et comme c'était pas suffisant, on s'est dit on va en faire une émission. Voilà, avec le même dispositif. J'ai tout juste rebondi sur certaines remarques qui, soyez honnête Alexandre, relevaient du clash. J'ai dit les choses au fur et à mesure qu'elles me venaient. Mais donc, maintenant, c'est bon, c'est mûr, c'est le moment, on peut y aller, j'ai lu, maintenant je suis même allé jusqu'au Silmarillion par souci conscience professionnelle. Et d'ailleurs, je dois dire que je trouve ça plutôt aussi, voire plus agréable que le reste. Je sais pas ce que ça dit de moi, probablement que je suis quelqu'un de chiant, mais j'assume. Et donc, on y est, alors on a décidé, il a fallu choisir un dispositif pour ça. Alors moi je signale que ça fait quand même longtemps que j'ai lu ces livres, je me suis replongé un petit peu, j'ai eu la chance de m'y replonger en découvrant qu'on avait une très belle version livre audio en anglais du Seigneur des Anneaux, lu par Andy Serkis. Andy Serkis, c'est-à-dire celui qui joue Gollum dans les films de Peter Jackson, mais là qui fait tous les personnages, qui lit le texte à voix haute, et en plus il prend l'accent du Yorkshire dès qu'il parle pour jouer Boromir, comme Sean Bean, et puis il prend au contraire un accent un peu anglais juvénile pour faire les hobbits, donc il est très très bon pour jouer tout ça. Donc c'est une excellente version audio si on veut se replonger et je vais dire que la version audio française est aussi excellente, lue par Thierry Janssen, qui a aussi tout à fait une panoplie de voix pour faire Gollum et tous les autres, qui marchent extrêmement bien. Donc on est dans une situation de très grande dissymétrie avec quelqu'un qui a une connaissance ancienne, quelqu'un qui a une semi-connaissance très fraîche et quelqu'un qui a tout et plus en la personne de Ryan. Véritable fanatique. Voilà, donc il a fallu choisir un dispositif pour en parler. Alors on aurait pu faire comme Star Wars, mais alors Star Wars, chacun donnait un peu ce qu'il en pensait, ça aurait été tellement dissymétrique que ça aurait été dommage. Donc on a décidé de procéder par abécédaire et tirage au sort. Voilà, mais on va pas révéler évidemment ce qu'on va tirer au sort, c'est un peu le jeu d'avoir des petites surprises à chaque fois, donc on va quand même laisser à Ryan l'honneur de tirer le premier mot, et puis donc on peut dire on a mis des entrées, on a mis un certain nombre d'entrées sur des... liées à la guerre, dans le Seigneur des Anneaux. Vous avez tout ça, traduit tout ça en gris elfique, voilà, donc, et tout ça est imprimé dans un casque qui est devant nous, et on va donc piocher, et moi je vais faire semblant, André va convoquer des souvenirs, et Ryan va nous expliquer les choses. On va entendre que il y a effectivement les mots qu'on va tirer au sort, qu'on va pouvoir piocher, donc c'est Ryan qui a l'honneur de débuter. Ouais. Je pense qu'on peut y aller. Et vous avez loupé une occasion de dire, messieurs les Anglais, tirez les premiers. C'est vrai, tout à fait. Alors... C'est parce qu'il n'y a pas de moderniste dans cette salle, je pense. C'est vrai, c'est pour ça.
Alors, suspense. Alors, Je montre à mes camarades. alliance. Alliance. Alors, qu'est-ce qu'on allait dire sur les alliances dans Le Seigneur des Anneaux? Alors en fait, le problème des alliances, c'est intéressant en fait, parce qu'il y a vraiment deux types d'alliances, et c'est une véritable problématique parce que le personnage qui est pour moi le véritable héros en fait du Seigneur des Anneaux, qui est Gandalf, si on se place du point de vue en fait de la polémologie, c'est un leader, c'est peut-être le leader même du camp du bien, et il passe énormément de temps à essayer effectivement de construire des alliances. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, du côté de ce que Tolkien appelle les peuples libres, on vit dans des sociétés qui sont éclatées. Avec, je vais prendre l'exemple du Gondor, un royaume sans roi. Pour l'Arnor, qui est toute la partie nord, l'ancien royaume humain, on est dans un état en fait de communautés indépendantes qui sont toutes autogérées et qui n'ont absolument pas d'autorité centrale. Et je ne parle même pas en fait des différents peuples qui ont des groupes passifs, les elfes et les nains par exemple, et cela se révèle un petit peu dans le Hobbit où à un moment les tensions arrivent à un point d'ébullition, ce qui va donner par exemple la bataille des 5 armées à la fin du Hobbit. Donc le Hobbit, rappelons, je sais pas à quel point il faut faire de la vulgarisation. Je crois qu'il faut plutôt dire... Il y a des spoilers pour tout le Tolkien dans cette émission. Mais alors, si vous ne connaissez pas Tolkien, si vous avez jamais lu et jamais vu les films, ça va être long, hein. Mais donc on va peut-être. Mais bon, le Hobbit, c'est donc ce livre qui se rapporte, qui est un pendant du Seigneur des Anneaux, qui est un prequel du Seigneur des Anneaux, et qui est le premier au fond, qui est le premier dans l'ordre, enfin à part le Silmarillion, mais qui est le premier dans l'ordre narratif où c'est Bilbo qui va faire son aventure et qui à la fin revient avec l'anneau globalement. Voilà, c'est une création pure. En fait, Tolkien commence à l'écrire d'ailleurs sur il est prof d'université, il écrit sur une copie vierge. Dans un trou vivait un hobbit, parce qu'il écrivait des histoires pour enfants, pour ses gamins, et il part comme ça sur un récit qui va ensuite raccrocher. Quand on lui demande une suite du Hobbit, il raccroche les wagons de ce roman qui a eu un gros succès en fait comme littérature enfantine et qui est vraiment effectivement plutôt pour un public jeune. Il raccroche les wagons avec des choses qu'il avait envie d'écrire depuis la Première Guerre mondiale. Et pour en revenir aux alliances, il y a des exemples en fait d'alliances qui sont vraiment intéressantes. Notamment, par exemple, celle du Gondor et du Rohan, par exemple. Parce qu'on est dans une dynamique qui est vraiment intéressante, c'est celle d'un empire faiblissant, qui fait appel à un peuple extérieur qui l'a aidé à combattre des ennemis. Donc le Gondor qui fait appel au Rohan. Le Gondor qui fait appel au Rohan et qui avant même en fait avait déjà fait Rohan, appel. Pour que tout le monde se souvienne, c'est les cavaliers, et voilà. Le Gondor c'est l'Empire, c'est l'endroit de Boromir, Faramir, etc. Exactement. Et ils font appel à ce peuple de cavaliers qui vient du nord, et il va y avoir une alliance formelle avec un serment. Et ça c'est intéressant parce que c'est en vertu de ce serment qu'il va se passer ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que le Gondor va tenir le Rohan, en quelque sorte, va lui rappeler en fait ce serment, venez à notre aide. Mais on est complètement dans une dynamique qui rappelle, de toute façon le Gondor rappelle énormément l'Empire byzantin, notamment sur sa période de déclin, de sécuriser des marches. Et notamment des marches où il y a eu une déprise. Des zones frontières. Des zones frontières, effectivement. Des marches dans le sens, effectivement, zone frontalière. Et donc, on donne, le Gondor confie au Rohan l'endroit où ils sont établis. C'est un pays qui s'appelle le Calenardon, littéralement le pays des vertes plaines, va devenir en fait le Rohan. Et on leur confie cela en échange d'un devoir de défense de cette contrée. C'est un peu les Cosaques au sud de l'Empire russe, quoi. C'est la dynamique en fait de tous les peuples de marche. Et c'est intéressant qu'on parle de Cosaques, puisqu'en fait c'est un peuple de cavaliers aussi. Et on reviendra peut-être à un moment sur la cavalerie ou pas. Mais c'est vraiment cette dynamique où, comme j'ai dit, les Byzantins qui confient effectivement aussi à des peuples qui étaient turcophones de cavaliers la défense en fait des marches de l'Empire byzantin. Alors sur les alliances, quand on entend ce mot, moi ça me fait tout de suite penser à quelque chose qu'on retrouve dans le texte, qui est la dernière alliance des elfes et des hommes, qui en fait n'est pas la dernière historiquement, puisqu'ils ont réussi à se réallier après au Troisième Âge, mais au Second Âge, Sauron a été vaincu une première fois grâce à cette dernière alliance. Et on a l'impression chez Tolkien que ça n'allait pas de soi que les elfes et les hommes arrivent à s'allier. Alors non, ça ne va pas de soi, parce que déjà en fait ce sont des peuples qui prennent des chemins divergents. D'un côté, les elfes ont de plus en plus de mal à faire confiance aux hommes, puisque les hommes sont corruptibles. Ils peuvent être séduits par le mal. Donc, ce qui c'est quand même une grosse arnaque, parce que suffit de lire le Silmarillion pour voir que les elfes c'est quand même pas les derniers à manger la brioche maudite. Hein. Le mal est une question très complexe en fait chez Tolkien, et lui-même il n'a pas arrêté d'évoluer en fait sur cette question de toute façon.
Mais pour moi, l'alliance la plus intéressante dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, plus encore que celle du Gondor et du Rohan, qui révèle quand même quelque chose d'intéressant, c'est celle d'un théâtre qui n'est pas évoqué directement dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le théâtre nord. C'est-à-dire, tout le focus, tout le récit raconte ce qui se passe au sud. Or, il y a d'énormes combats pendant la même guerre au nord, et où notamment il y a une alliance entre les nains et les elfes de Galadriel, les elfes de Lorien. Et ça, on l'apprend uniquement en fait, soit à la fin du Seigneur des Anneaux et un petit peu plus si on gratte et qu'on lit un peu les annexes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des peuples qui ont un énorme passif de conflits entre eux. Et Qu'est-ce qui fait retransmis dans Le Seigneur des Anneaux avec cette espèce de... Alors, dans le film, c'est surjoué. Alors ça m'a beaucoup surpris, soit dit en passant, en lisant les livres par rapport au film. Dans le film, j'avais le souvenir de Legolas et Gimli qui sont à deux doigts de se casser la gueule en permanence. Oui, les livres ne sont pas un buddy movie. Ouais, alors que le film tend vers ça. Non, mais alors que dans les livres, en vrai, ils se charrient pendant 2 pages et après ils sont meilleurs potes pour la vie. Et il y a juste un petit moment où Gimli il est pas très content parce que c'est un autre elfe dont le nom m'échappe qui lui parle un peu mal, mais c'est tout quoi. Mais du coup, il y a quand même cette idée qui reste d'une inimitié fondamentale entre les nains et les elfes, parce qu'il y en a qui sont dans les mines et d'autres dans les bois. Globalement, ça va plus loin que ça. En fait, et justement, si vous avez lu le Silmarillion, vous savez qu'il y a eu des conflits. Milieu, ça va, voilà. Il y a des conflits sanglants qui tournent notamment en fait autour de joyaux que les nains fabriquent pour les elfes, puisqu'en fait ils sont très proches, notamment les nains sont très proches des elfes, les Noldor qui sont beaucoup plus des artisans. Et le problème, c'est que durant le Silmarillion, toute la dynamique des Silmarils, qui sont déjà des joyaux qui génèrent de la convoitise, vont faire que, à cause de ces joyaux, les nains vont s'en prendre aux elfes et vice-versa, et ça va créer finalement toute une véritable vendetta, en fait, où il va y avoir des conflits ouverts, et pas juste une détestation. On va piocher un deuxième mot. Alexandre, je pense que c'est votre tour de mettre la main au casque. Putain, ça va pas être facile. Ok. Ah bah voilà, cavalerie. Très bien, cavalerie. Donc, les blindés, les tanks. Charles Leclerc, non, donc cavalerie. La question des chevaux, qui est tout à fait intéressante. Comme force... Bon, donc les cavaliers, dans le Seigneur des Anneaux, c'est les Rohirrim, donc les mecs du roi, mais ce ne sont pas les seuls pour autant à aller à cheval. Dans le Gondor, ils vont à cheval, ils combattent à cheval aussi. Question intéressante. Alors moi, ce qui me reste, c'est surtout les images, à vrai dire, des films, notamment du dernier film, de la bataille de Champ de Pelennor, aussi des 2 tours, le moment où ils descendent la tondeuse, le talus, ouais. La tondeuse, oui. Ouais. Et que. C'est pas la tondeuse. Non, parce qu'en fait, c'est comme une tondeuse, c'est-à-dire que vous avez des rangs d'orques, vous avez la tondeuse qui descend, comme si, qui va les tondre, comme si c'était de l'herbe. Ouais, enfin, où les choses se cassent les jarrets quand même avec la pente à 45 degrés. Enfin, un cheval qui galope sur une pente à 45 degrés, je connais pas dans la réalité, mais après, c'est joli. On va pas parler de réalité pour le Seigneur des Anneaux, quand même. Mais, non, mais c'est intéressant, la manière dont, donc, comment est-ce qu'on prend ? Ouais, on prend cavalerie au sens restreint, au sens de force militaire. Bah, on voit très clairement dans le retour du roi, et puis aussi, c'est vraiment la force d'impact, la force de pénétration, alors, avec des représentations de la cavalerie qui sont par ailleurs complètement folles, distordues, etc., comme des espèces de grands troupeaux de gens qui sont... Mais qui sont pas tout à fait celles du livre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la cavalerie, quand Tolkien la décrit, elle est légère. Et il le dit, et par contre ça on le voit pas du tout dans le film, que les Rohirrim sont des archers à cheval. Donc on est beaucoup plus dans une dynamique où ils ressemblent beaucoup plus aux cavaliers des steppes, qui avaient aussi une cavalerie lourde. Mais là pour le coup, le fait que Jackson se focalise sur le choc ne correspond pas tout à fait à la façon dont Tolkien décrit dans les livres les Rohirrim, où on a une cavalerie qui est plutôt légère, qui est capable de choc, mais dont ce n'est pas le rôle principal. Par contre, une armée complètement composée de cavalerie, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens militairement parlant, de toute façon. Même les Mongols avaient de l'infanterie.
Et c'est intéressant parce que les Rohirrim, il y a par ailleurs un truc qui renvoie probablement au peuple plutôt d'Arabie, parce qu'il y a aussi tout ce truc d'éleveurs de chevaux, enfin, il y a cet imaginaire-là c'est des éleveurs de chevaux. C'est un peuple équestre. C'est un peuple équestre. C'est un peuple équestre. Alors, vu la description du Kalenardon, ça correspond un peu plus, en fait, je pense, aux steppes. Mais pas que. Je pense qu'il y a vraiment une inspiration qui est tirée aussi des Indiens des Grandes Plaines. Le côté un petit peu archer à cheval, communion avec les chevaux aussi. On reviendra de toute façon sur cette influence-là chez Tolkien. Mais il y a une cavalerie lourde dans Le Seigneur des Anneaux. C'est la cavalerie de Dol Amroth, par exemple, qui n'est pas du tout représentée dans le film de Peter Jackson, qui sont pour le coup vraiment des chevaliers qui combattent avec la lance sous le bras, etc. Et il est aussi intéressant de noter que lors de la dernière bataille, celle qui a lieu aux portes du Mordor, les Rohirrim sont à pied. Il n'y a pas de cavalerie. Oui, j'allais dire, la cavalerie, c'est bien quand vous avez un grand champ comme les champs de Pelennor, où effectivement les armées du Mordor ont fait une sortie, mais il faut qu'ils s'exposent, parce que sinon, si le Mordor reste derrière la porte noire, vous avez beau avoir la meilleure cavalerie du monde, ils vont se casser littéralement les dents et les jarrets sur les fortifications. Donc cette cavalerie, elle est très conditionnée au terrain quand même. Ouais, mais Tolkien de manière assez réaliste, par contre, dit, voilà, après la bataille des champs de Pelennor, il y a eu trop de pertes en chevaux, ils vont y aller à pied. C'est à moi de piocher, du coup. Alors, on va peut-être changer d'ambiance. Le mot suivant, c'est captivité. Captivité. Alors la captivité, moi ça me fait penser immédiatement à deux choses. D'abord, Gollum retenu captif très longtemps, effectivement dans le Mordor, et en fait un captif qu'on s'échange. Et en particulier les scènes que je trouve les plus intéressantes, c'est toutes les scènes dans les Deux Tours et dans le Retour du Roi, où Gollum est trimballé et c'est un captif qui devient une aide et qui redevient un captif. Et en gros, l'idée que quand on coexiste assez longtemps avec un prisonnier, finalement c'est plus tout à fait un prisonnier, c'est presque un auxiliaire, mais en même temps on peut jamais lui faire confiance totalement. Donc ça m'évoque, moi, toutes ces situations de guerre où, pendant la Première Guerre mondiale, on avait des prisonniers allemands qui travaillaient dans les champs français, et du coup, on était obligé de leur faire confiance dans une certaine mesure, et puis en même temps, ça restait des prisonniers. Donc ce statut très ambigu, finalement, de Gollum, prisonnier, mais prisonnier avec des marges d'autonomie, parce que, voilà, il a sa propre agentivité. Mais après, il y a aussi tous les prisonniers faits sur les champs de bataille. Alors, Ryan, est-ce que ça vous inspire, ce thème de la captivité ? Oui, beaucoup. Parce que là, on voit vraiment Tolkien exposer son éthique. Déjà, Gollum confié aux elfes, même s'il s'échappe, c'est une décision que Gandalf ne regrette jamais. Parce qu'il croit en une possibilité de réforme. Et la captivité n'est pas censée être une punition. Il le répète d'ailleurs souvent, voilà. On aurait pu le buter. On l'a pas fait. Voilà. Ouais, et les elfes eux-mêmes disent, on l'a laissé partir, mais en fait, parce qu'on n'a pas été assez dur avec lui, mais on le regrette pas. On a été très humain, et finalement, c'est ça qui a fait qu'il a... Enfin, très humain, c'est pas le bon terme, mais très elfique. Que c'est un truc de genre, il se planque dans un arbre, et là, il y a une attaque d'orques, et du coup, il se fait récupérer à ce moment-là. Voilà. Il était pas dans un donjon, quoi. Voilà. Les elfes n'ont pas de donjon. Et ça dit quelque chose sur les peuples libres. Exactement. Non, tout à fait. Et sur même les elfes qui ont pourtant un petit peu un don de préscience, en tout cas, ne regrettent pas de l'avoir fait parce que, ou en tout cas, n'hésite pas effectivement à lui donner un espace de liberté parce qu'il se trouve, ils le disent eux-mêmes, il allait mieux, il commence à aimer les arbres, etc. Et donc ils y croient. Et cette attaque, de toute façon, n'est peut-être pas tout à fait un hasard, puisqu'en fait, Sauron essaie de récupérer Gollum, puisqu'il enquête lui-même sur l'anneau. Mais pour les prisonniers humains, là encore, et on est exactement en fait dans la même dynamique. Tolkien explique notamment le sort des Dunlandings, donc qui sont les peuples humains autochtones du Kalenardon, c'est-à-dire le pays qui a été donné aux Rohan. Les Dunlandings, après la bataille, Théoden leur dit bon, promettez de ne plus prendre les armes contre nous et on vous laisse partir. Et la même chose arrive après la bataille des champs de Pelennor, où effectivement les humains qui ont servi en fait Sauron vont avoir alors déjà la vie sauve, mais également ne sont pas faits prisonniers. On leur dit rentrez chez vous à condition que vous promettiez de ne plus jamais nous attaquer. Ryan, c'est l'heure de piocher. Tada! Cartographie. Ah, intéressant. Intéressant aussi du point de vue biographique pour Tolkien. Ouais, tout à fait. Alors cartographie, c'est intéressant parce que il y a de très belles cartes dans le livre et je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent en fait de fantaisie médiévale ou quoi que ce soit d'autre. Or la conception de l'espace de Tolkien n'est pas du tout médiévale
parce qu'il produit une véritable carte qui a plus à voir en fait avec des cartes du 18e, 19e siècle, où on a effectivement un véritable espace vu de haut, voilà. Là où, par exemple, au Moyen-Âge, on ne faisait pas du tout ça. La carte, c'était pour aller de tel point, aller dans telle direction, pendant tel nombre de jours, etc. Non, cet espace, il existe et il le crée avant. Il crée son espace de jeu où il va faire ses personnages avant. Mais vaut mieux parce que sinon, si on n'a pas la carte sous les yeux, quand on en est à 14 fois décrire le passage d'une province en une autre, voilà. vaut mieux l'avoir couché sur le papier pour pas se planter, quoi. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il y a un seul personnage dans le Seigneur des Anneaux qui utilise une carte ? Je sais pas. Alors, il y a Gandalf qui en utilise. Les elfes en ont, parce que ce sont des gens de savoir. Il y en a au Gondor, dans les archives. Donc Gandalf étudie certaines cartes. Faramir peut-être les étudie parce que c'est un érudit aussi. Autrement, on ne voit pas grand monde utiliser des cartes. On ne sait pas comment Sauron dit à ses généraux. On va jamais voir par exemple des chefs de guerre assemblés autour d'une carte, dire il faut passer ici, il faut passer là, etc. Non, Aragorn par exemple, les terrains où il se rend, il les a tous déjà parcourus. Parce qu'il les a explorés de lui-même. Oui, il a une cartographie mentale en quelque sorte. Voilà, exactement, il a cette cartographie mentale. Il y a une cartographie de l'expérience, effectivement, qui est assez hégémonique. Même quand les orques passent par un endroit, ils disent, en général, quand on les entend parler, par exemple, je pense notamment à la fin des 2 tours, ils disent, en fait, on passe tout le temps par là, donc on connaît bien l'endroit. Il n'y a pas vraiment une notion d'exploration et en tout cas, de ce côté-là. Enfin, c'est des géographies vécues. Les 2 grands voyageurs sont Gandalf et Aragorn, qui sont des explorateurs. Ils se définissent comme tels. L'arpenteur. Voilà. L'arpenteur qui est le premier donc surnom d'Aragorn. L'arpenteur, c'est littéralement la personne qui arpente pour mesurer, pour ensuite faire une carte. C'est la traduction, c'est Strider, celui qui fait des grands pas. Mais c'est une bonne traduction à la limite parce que ça renvoie à cette idée. Il faut rappeler aussi que Tolkien a servi dans la Première Guerre mondiale dans le Signal Corps, qui est chargé des communications, et notamment, parmi ses tâches, figurait celle de dessiner des cartes, de se pencher sur des cartes, de faire de la reconnaissance à partir de photographies aériennes. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue, qui d'un point de vue graphique, l'a beaucoup intéressé. Alors Alexandre, je crois que c'est à vous de piocher à nouveau. On n'a que des C pour l'instant, mais c'est un hasard. Ça a été mélangé normalement. Appeasement, désinformation. Intéressant. Je me souvenais pas qu'on avait couplé les deux. Appeasement, donc m'inspire plus évidemment l'apaisement et cette espèce de truc qui est totalement hégémonique, mais qui est évidemment très d'actualité, de cette idée qu'il y a une guerre imminente, une guerre qui arrive, et de tout le monde qui est en train d'essayer de négocier son petit bout de gras, son petit bout de terrain, en pensant que peut-être que Sauron va passer à côté et peut-être qu'on se prendra pas la vague d'orques de face. Et c'est quand même ça le cadre général, et tout le travail de Gandalf, c'est justement de réussir à mener une opération de remobilisation de tout ça, et que les gens perçoivent que c'est un danger global et que les réponses individuelles et fragmentées ne vont pas fonctionner. Des informations, alors on peut dire que c'est le corollaire dans un certain nombre d'épisodes, par exemple avec Langue de Serpent, qui est le conseiller du roi Théoden, au Rohan, qui clairement le pousse dans ce sens-là, dans cette idée de non, il faut pas trop se bouger parce que si ça se trouve ça va passer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Ryan. Tout à fait d'accord. Langue de Serpent, donc c'est Grima Wormtongue en VO. En plus, est un agent en fait. Il ne le fait pas de son propre chef. Il agit pour Saruman, qui lui-même est quelque part un peu manipulé par Sauron. Et je trouve ça intéressant parce que le conflit est déjà ouvert au rang. Saruman a déjà attaqué et tué le fils de Théoden lors d'une bataille, que Grima continue de parvenir à convaincre Théoden de ne pas agir et de non, il faut préserver il faut préserver le peuple, pourquoi est-ce que nous nous battrions ce qui est intéressant, c'est qu'il ne ment pas. Il déforme très peu les faits, il ment très peu. Il a juste 2 outils en fait à son arc, 2 cordes à son arc, pardon. C'est d'une part, alors il a l'oreille du roi effectivement, mais il crée un récit cohérent.
ce qu'on appellerait de nos jours un narratif, qui permet en fait d'exonérer Saruman, ou en tout cas de diminuer systématiquement sa responsabilité dans le conflit, et de dire mais c'est un peu notre faute si ça arrive, c'est nous qui l'avons provoqué, etc. Et d'un autre côté, cognitivement parlant, il infecte en fait Théoden. Alors c'est montré dans le film de Peter Jackson avec un côté un peu magique, qui n'y a pas un peu l'exorciste. Hein. Voilà, qu'il n'y a pas du tout dans le livre. Hein, ce moment effectivement, si Théoden se redresse. Mais ce qui se passait, c'est que Grima avait réussi en fait à lui entrer dans la tête. Et ça, c'est une dynamique dont nous sommes témoins à l'heure actuelle dans les réseaux sociaux, qui ne s'attaquent pas uniquement à notre perception des faits, mais vraiment à nos capacités cognitives en fait de les appréhender. Alors, c'est à moi de piocher. Ouais, André. On va voir ce que ça donne. Je tombe sur plan de guerre et préparatifs. Plan de guerre et préparatifs, que j'ai ajouté d'ailleurs un peu au dernier moment, il n'était pas dans la liste initiale. Préparatifs, c'est en réécoutant justement certains passages, en me disant que finalement, il y a cette idée dans Le Seigneur des Anneaux que la guerre est à la fois une réalité, mais une réalité reportée dans le temps. Que finalement, les combats, on les attend assez longtemps, en particulier dans le 3e livre, mais qu'il y a toute une phase qui est la guerre, c'est un horizon, et comment on s'y prépare? Est-ce qu'on s'y prépare d'ailleurs? Est-ce que, comme on l'a dit, on va chacun dans son coin et essayer de sauver les meubles et négocier ce qu'on peut? Ou est-ce que il faut faire des préparatifs? Si oui, lesquels? Si oui, à combien? Quelles sont les résolutions à prendre? Qui faut-il mobiliser et comment? Et ça, finalement, beaucoup de personnages se posent les questions avec cette idée, encore une fois, que la temporalité de la guerre, et une guerre, c'est comme si on passait de la basse intensité à la haute intensité, mais de manière graduelle, imperceptible. La guerre est déjà là dès le départ, mais sans être totalement déclarée. Donc je sais pas, Ryan, si on peut dire ça, que à quel moment commence la Grande Guerre de l'Anneau? Oui, mais avec une question quand même, qui est la question de la génération de force, qui est derrière, que si on fait pas de plan... Alors, il y a quelqu'un qui fait des plans, il y a 2 personnes qui font des plans, de manière très claire, c'est Sauron et Saruman, et notamment Saruman, puisque dans... Enfin, il a quand même tout son dispositif avec ses mines, etc. Bon, donc il y a des gens qui font des plans, mais effectivement, on a un peu l'impression que du côté humain, elfe et nain, c'est bon, on se réveille à un moment et c'est la génération de force est extrêmement rapide dans une certaine mesure. Alors, elle est rapide, mais en fait, elle est soumise à des contraintes énormes. Et ça rappelle justement un peu la dynamique qui a eu lieu juste avant la Première Guerre mondiale, la Seconde, avec les fameuses classes creuses qui arrivent en âge de se battre. Et je m'explique. Juste avant, les nains, par exemple, ont connu des guerres qui ont fait des ravages démographiques considérables. C'est une population qui se remet tout juste de plusieurs conflits. La bataille des 5 armées n'est que le point final en fait d'un très long conflit contre les orques dans les montagnes. Mais au-delà de ça, le Gondor est une puissance qui est de plus en plus diminuée, dont le territoire se réduit à peau de chagrin, et qui, pour répondre à la question d'André, est en guerre en fait permanente contre le Mordor à côté. Et en fait, le Mordor au départ a été déserté, et puis sur des centaines d'années en fait est en train de monter en puissance et à grignoter en quelque sorte par tout doucement. Et donc en fait il y a cette guerre endémique en fait aux Mais frontières. c'est vrai qu'on a l'impression d'un déséquilibre de dynamique démographique énorme. C'est le Gondor, alors ça c'est sûr qu'ils le disent, alors c'est Faramir qui le dit je crois à la fin des 2 tours en disant on est de moins en moins nombreux, on se fait manger, etc. Alors que on a l'impression que le Mordor explose littéralement et du coup se projette au-delà de ses frontières. Je crois qu'il y a un peu les mêmes considérations sur le Rohan à un moment, mais on a l'impression d'avoir 2 dynamiques complètement inverses avec ces orques qui ont l'air de pulluler même physiquement, ouais. quoi, d'être sur une exponentielle, et alors que les humains ont l'air d'être sur une dynamique attritionnelle progressive, quoi. Voilà. Alors les humains progressent partout à travers le monde, mais le problème c'est qu'une partie d'entre eux effectivement servent Sauron, mais et aussi en fait. Et là, je vais citer une différence en fait et qui est intéressante pour le coup entre le livre et les films. Dans les films, Aragorn débarque avec une armée de spectres. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les livres. À la fin du 3, à la fin voilà, du Retour du Roi. Au Retour du Roi, et des spectres qui s'en prennent effectivement directement aux troupes de Sauron. Ce n'est pas ce qui se passe dans le livre. Dans le livre, ce qui va se passer, c'est que les spectres font effectivement fuir les équipages des bateaux, mais qu'avec ces bateaux, il va rameuter des peuples qui ne sont pas venus au secours du Gondor, des peuples vassaux du Gondor, qui ne sont pas venus au secours du Gondor, parce qu'ils avaient peur de la menace venue de la mer, et qu'ils avaient préféré garder les troupes
pour effectivement garder leurs frontières, plutôt que de les envoyer effectivement à l'aide de la cité de Minas Tirith. Et ça, c'est intéressant en termes de génération de force, parce que quelquefois, il y a cette dispersion en fait qui est problématique. Les gens sont là, le problème c'est qu'ils ne veulent pas la même chose, ou qu'il y a des divergences sur la stratégie, ou sur qu'est-ce qu'on doit défendre en priorité. Alors Ryan, c'est donc le début du 3e tour, qui commence... 3e, 4e ? Bon, on s'en fout. Qui commence donc avec... Droit de la guerre. Oh, waouh. Je suis content de ne pas l'avoir chopé, celui-là. Ah, il est intéressant. Est-ce qu'il y a un Nuremberg de Minas Tirith ? Oui et non. Comment dire ? Là encore, je vais parler d'un épisode qui est complètement une trahison vraiment du livre, à mon avis. C'est la bouche de Sauron. Aragorn discute avec la bouche de Sauron, qui est un envoyé, un messager. Et dans le film, il lui tranche la tête. Dans le livre, il ne le fait pas. Et la bouche de Sauron croit qu'il va le faire, à cause de une espèce d'aura menaçante en quelque sorte, ou en tout cas, mais il ne le fait pas, parce qu'il ne le ferait jamais. Et il est intéressant. Parce qu'il est fair-play à la... Il n'est pas que fair-play. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au cours de ce discours, et il y a un autre discours aussi, il y a celui de... Non, d'abord et avant tout, il y a le discours de Gandalf et de Théoden, en fait, qui vont voir Saruman, et qui vont lui demander des comptes. Et qui vont lui dire, vous nous avez injustement fait la guerre. Donc il y a une notion de guerre juste, ou injuste, déjà, donc dans le Jus ad Bellum, mais en termes de Jus de Bello aussi, on peut aborder deux choses. Donc Jus ad Bellum, c'est le droit à faire la guerre, voilà. Et le Jus in Bello, c'est le droit au sein de la guerre, ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit international humanitaire. Globalement. Voilà. Il y a un camp qui commet plus d'atrocités que l'autre. Et c'est là qu'on tombe sur un os. C'est le statut des orques, qui ne sont pas humains, donc que le camp du bien, entre guillemets, tue son ménagement, massacre même, parce qu'ils sont fondamentalement mauvais. Une position sur laquelle je crois que Tolkien, sur la fin de sa vie, réfléchissait à réfléchir d'ailleurs. Et par contre... Ce qui est très compliqué parce que parfois on leur donne la parole, ils ont une forme d'agentivité, ils ont des formes de personnalité qui nous sont parfois transmises dans les livres, mais pas tout le temps. En même temps, ils nous sont aussi décrits comme des formes démoniaques des elfes, c'est comme ça qu'est présentée leur création, donc c'est compliqué. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont la parole, ils sont un peu humains, forcément, mais en même temps, conceptuellement, ils sont quand même relégués... Bon, pour le dire autrement, est-ce que buter tous les orques, c'était un génocide ? Alors ils sont pas tous disparus, et je pense pas que même à la fin du Seigneur des Anneaux, ils ont tous été tués. Il y a un paquet quand même qui est resté sur le terrain. Oui, bien sûr. Je sais pas si on peut parler de génocide ou pas, mais en tout cas, l'un des camps ne se livre pas en tout cas à des crimes de guerre, ou en tout cas des atrocités, enfin on va pas utiliser le terme de crimes de guerre, mais à des atrocités envers les autres humains, tandis que l'autre, systématiquement. Faut pas oublier une chose, c'est que les orques sont aussi cannibales. Mais qu'est-ce que ça signifie finalement ? Est-ce qu'on est vraiment en fait dans qui est juste et qui ne l'est pas, ou est-ce qu'on est dans une dynamique de qui est le sauvage, qui est la brute et qui ne l'est pas ? Et là, pour le coup, je pense que l'orque, c'est juste une façon de présenter aussi l'humain qui est brutalisé. Et c'est Tolkien lui-même qui, en parlant de ses souvenirs de 14-18, même s'il a été retiré du front en 1916 ou 17, qui disait « Nous sommes tous devenus des orques ». Donc, en fait, voilà, l'orque est plus proche de nous que nous pourrions le penser. L'orque, c'est ce qui est... Voilà. Ce qui renvoie à une question par ailleurs très problématique et beaucoup plus contemporaine, c'est la désignation d'orques des troupes russes en Ukraine, qui est tout à fait une question, puisque c'est une manière de les rejeter au-delà de l'humanité, ce qui est une pratique par ailleurs tout à fait problématique, mais en même temps, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, non mais c'est une des façons de plus en fait, peut-être de faire dire à Tolkien ce qu'il n'a pas dit, ou en tout cas d'utiliser ses créations littéraires, peut-être à contre-courant de ce que lui voulait faire. Et je pense qu'il a effectivement créé l'orque dans un premier temps dans une espèce de contrepoint, une forme de déshumanité en quelque sorte, un miroir déformant de nos pires traits, et que sur la fin de sa vie, il réfléchissait à dire mais est-ce que je veux vraiment créer une créature capable douée de parole qui soit à ce point insauvable ? Parce qu'il ne faut pas oublier, il est profondément catholique, ça joue complètement dans sa psyché, ça habite complètement le Seigneur des Anneaux, et donc voilà. Alexandre. À moi.
Ah, espionnage, renseignement. Ok, super. C'est vraiment pas facile. Parce qu'on en parle tout le temps, et on les voit assez peu, en fait. Ouais, ça crée une ambiance de fond dans laquelle on sait que les espions de Sauron, sont partout. Sont partout, mais on sait pas ce que c'est. La paranoïa de la 5e colonne. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté, on est dans l'Angleterre. Mais on sait pas si c'est des agents doubles, si c'est des gens qui posent comme... prenant parti au camp du bien avec des gros guillemets, et qui en fait renseigne Sauron en douce. Et d'ailleurs, si c'est le tavernier de Bree qui peut-être donne des infos. Est-ce que c'est simplement une conception beaucoup plus historique de ce que l'espionnage et le renseignement? C'est juste que la Terre c'est grand, et en fait il y a des gens qui peuvent se balader dans des endroits et qui peuvent transmettre des informations simplement parce qu'on va pas buter tous les gens qui passent par là. C'est une question très intéressante. Inversement, alors... Non, je pense que c'est un peu plus précis pour l'autre camp, parce qu'il y a clairement, par exemple, des éclaireurs du Gondor qui partent dans le Mordor, spécialement quand ils font leurs espèces de raids de force spéciale, là, etc. Enfin, il y a une pratique des éclaireurs et il y a une manière un peu ordonnée, mais sinon, de l'autre côté, il y a effectivement une paranoïa qui est jamais, je trouve, très, très caractéristique. On sait pas, peut-être c'est les Nazgûl qui voient beaucoup de choses, on sait pas, quoi. Les Nazgûl, c'est un peu les U2 de Sauron, quoi. Est-ce que c'est les U2? Est-ce que c'est les V2? Est-ce que c'est l'arme nucléaire? Je suis pas sûr que les Nazgûl en fait ont la vocation d'espionner. Ils en seraient capables, puisqu'en fait techniquement parlant ils sont invisibles. Mais quand on les voit dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit le livre ou le film, ils sont visibles. Ils prennent une forme visible parce qu'en fait ils sont dans une dynamique d'action et non pas de renseignement. Non, ils voient pas bien. Enfin, mais ils sentent plein, ils reniflent plein de trucs. Voilà, non, ils ont une mission spécifique qui concerne l'anneau. Et Sauron n'a pas besoin d'eux pour espionner véritablement. On l'oublie aussi un petit peu. La raison pour laquelle Aragorn est dans le Nord et qu'il y a plein de compagnons d'ailleurs, c'est que le Nord est une partie en fait de la Terre du Milieu qui a, comme j'ai dit, été désertée complètement par le pouvoir central, et ce sont des communautés autogérées. En dehors, en fait, des villes et de ces communautés policées, il y a des terres qui sont désolées et qui sont peuplées de créatures qui sont des créatures du mal. Ce sont des trolls, on a des spectres aussi. Et donc, Sauron a toutes sortes de créatures, en fait, à son service. Ce que Gandalf explique, il y a des oiseaux, effectivement, qui sont à son service. Oui, il y a aussi les oiseaux au service de Saruman. Il y a les crébins. Saruman, voilà. il a des crébins, des sortes de corbeaux entraînés à espionner pour lui. Il faut que la compagnie de l'anneau se cache pour pas être repérée. Voilà. Donc ça existe aussi. Et puisqu'on parle d'espionnage, alors effectivement dans le film ce serait le tavernier, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre. Prosper est un chouette type. Mais par contre il y a le personnage de Bill Ferny qui lui est en relation directe en fait avec des envoyés de Saruman. Et non, il y a des gens, notamment, et c'est là tout le problème. Alors les elfes pas tellement, mais les hommes si sont corruptibles. Et donc et peuvent être achetés ou peuvent avoir un intérêt. Bill Ferny, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment une dynamique de vengeance chez lui. C'est qu'il veut effectivement être dans le camp qui va gagner. Parce qu'il a des frustrations, il a des choses dont il veut se venger. Il dit « quand on aura gagné, vous rirez moins ». Donc il y a tout ce côté effectivement de souhaiter la victoire de Sauron. À vous, André. Alors je pioche un nouveau mot qui est les forces aériennes. Alors les forces aériennes, là, elles sont présentes, mais juste au bon moment, quoi. Disons qu'il y a des aigles qui arrivent providentiellement pour évidemment sauver Frodon et Sam à la fin du roman. Il y a également, on pourrait dire que les Nazgûl... Sauvé avant ça Gandalf quand il était prisonnier de Saruman. Absolument. Et puis il y a les Nazgûl qui ont quand même une force de frappe ou une capacité de projection inédite. Donc les forces aériennes, alors... Là encore, du point de vue biographique, Xolken est un contemporain de la naissance de l'aviation militaire. C'est son propre fils était dans la RAF et il était très malheureux, semble-t-il, parce qu'il craignait beaucoup pour sa vie. Il n'est pas sûr qu'il... Non, je crois que c'est même pire que ça. C'est une condamnation morale. Je crois qu'il écrit quelque part que c'est un mal intrinsèque, les forces aériennes. Ouais, en tout cas, que c'était pas une manière de faire la guerre qui lui plaisait beaucoup. Alors, du coup, ça joue à la fois un rôle clé, mais... à la fois clé et secondaire. C'est en tout cas en termes de volume, c'est clairement pas central, mais c'est un peu le Deus ex machina qui parvient à certains moments. Alors pour les aigles, littéralement, puisqu'en fait c'est un Deus ex machina explicite dans le sens où les aigles ne sont pas des créatures normales.
Ce sont véritablement des Ça, je l'ai intermédiaires. toujours dit, c'est pas écriture normale. Voilà, non, mais ce sont des intermédiaires. Alors déjà, ce sont des aigles géants, mais ce sont des intermédiaires en fait entre des puissances supérieures et notre monde physique. Avec la remarque qui est la plus faite de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est bon, s'ils avaient pris Frodon dès le début et qu'ils l'avaient foutu, on aurait gagné du temps. Bah, ils n'avaient pas le droit. Voilà. Tout simplement, ils n'ont pas le droit parce qu'en fait, il y a des débats qui ont lieu entre ces puissances supérieures pour savoir jusqu'à quel point on a le droit d'aider les hommes, puisqu'en fait, ces puissances supérieures ne sont pas non plus Dieu, qui est unique dans le monde du Seigneur des Anneaux, et qui leur a expressément demandé laissez les hommes et les elfes se débrouiller. Et les nains aussi. Donc il y a tout un côté jusqu'à quel point on intervient. Et là, quelque part, on est presque à nouveau, on retrouve un petit peu cette question du droit de la guerre, de quel est le mandat, en fait, de ces créatures, les aigles, pour intervenir. Ouais. Ceci dit, c'est moins les forces aériennes au sens force de frappe, c'est plus du blocus aérien, quoi. C'est le blocus de Berlin, on est capable d'aller chercher des gens et de les sortir, mais c'est pas du bombardement stratégique. Alors, il s'attaque à la fin voilà, non, pas du tout. Il s'attaque à la fin aux montures ailées des Nazgûl. Par contre, les Nazgûl ailés, on est vraiment dans une représentation de l'arme aérienne qui est vraiment intéressante parce qu'elle reflète vraiment les développements qui ont lieu entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. On est vraiment dans une dynamique où c'est à la fois d'abord et avant tout de la reconnaissance. Les Nazgûl, pourquoi ils prennent de la hauteur ? Au départ, surtout pour chercher l'anneau, pour étudier le terrain, etc. Et c'est d'ailleurs un level up, puisqu'on peut rappeler dans le premier, dans la compagnie de l'anneau, ils sont à cheval, et ensuite ils level up. Ouais, c'est après avoir compris qu'un cheval pouvait être facilement emporté par une rivière en crue, que finalement, prendre de la hauteur, ça peut être pas mal. Et à partir de là aussi, ça décuple la puissance des Nazgûl, qui ont des effets psychologiques majeurs sur les gens au sol lorsqu'ils utilisent leur pouvoir. Et là aussi... C'est vrai, mais en même temps, c'est pas du bombardement stratégique. C'est pas l'image qu'on peut avoir, par exemple, l'autre exemple, c'est Game of Thrones, où les dragons, clairement, sont représentés comme la puissance aérienne, voire l'arme atomique. Et là, c'est pas ça. On n'en est pas là, on n'en est pas à ce stade-là de puissance aérienne et de capacité. Ah ben, je suis peut-être pas d'accord, parce qu'en fait, si on parle en termes d'effets, c'est juste une différence d'effet entre des effets kinétiques, ou cinétiques, pardon, et des effets psychologiques. Un bombardement de terreur cause effectivement des dégâts, à l'époque, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, considérables, physiques, mais ce n'est pas le but. L'effet recherché, c'est de terroriser la population. Ça, les Nazgûl, ils arrivent ou les troupes d'ailleurs, les Nazgûl arrivent à le faire sans dégâts physiques. Mais l'effet recherché est obtenu. Et je repioche. Siège, fortification. Ah, un gros morceau. On est dans le dur. Ouais. Est-ce que c'était bien foutu, le gouffre de Helm ? Est-ce que c'est bien placé, surtout ? Est-ce que c'est bien placé ? Qu'est-ce qu'on garde, exactement ? Et est-ce qu'on le garde bien ? En fait, il m'intéresse moins que la bataille des champs de Pelennor. Et à 2 titres. Que ce soit gouffre de Helm ou quoi que ce soit, moi je vais vous poser une question, en fait. Est-ce qu'il y a une seule bataille dans le Seigneur des Anneaux qui ne soit pas un siège ? Celle d'avant d'Osgiliath, c'est un peu en champ. Enfin, il y a une ville pas loin, mais c'est la plus ville en est en champ ruine, ouais. Mais en fait, elle n'a pas lieu dans le Seigneur des Anneaux, ceci dit. Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit sur la cartographie, mais ce sont quand même des endroits qui sont extrêmement complexes, notamment je pense au gouffre de Helm, et dont on n'a pas de représentation En fait, il a fait des crowbars, il a fait des croquis, donc on peut les trouver avec une recherche Google, mais il a quand même choisi de pas les mettre dedans. Et alors que c'est un truc d'une complexité assez folle, avec un premier fossé, un train qu'on perd, et puis ensuite on se replie, et il y a 3 niveaux dans le château. Et en fait, il y a volontairement ou pas, mais en tout cas, il y a un flou autour de la manière dont c'est branlé, qui est vraiment très très difficile à se représenter, je trouve. Ouais, oui, il faut se baser sur sa description purement effectivement littéraire. Si ce n'est que le gouffre de Helm, sans être un spécialiste de la polyurcétique, l'idée qu'on va se mettre volontairement dans une nasse et qu'on va se retrouver piégé au lieu d'être, par exemple, sur une fortification qui est sur une éminence, sur une hauteur, qu'on va être une sorte de gouffre avec pas d'issue, cerné de 3 côtés et finalement explosé. Ça a beau être très solide avec un corps très puissant si on souffle dedans. Est-ce que c'est le meilleur type de fortification possible ? Bon, moi j'ai quelques doutes sur l'intérêt de l'endroit, de son emplacement stratégique. Je vais me faire l'avocat du diable. Le gouffre de Helm est un refuge.
Donc c'est vraiment un refuge à destination de la population civile. Les Rohirrim n'ont de toute façon, par leur culture guerrière, pas vocation de se battre en tant qu'assiégés ou dans des fortifications. Le but, c'est effectivement que la population soit réfugiée et protégée par un minimum de troupes, pendant qu'effectivement de l'aide arrive de l'extérieur. Et c'est ce qui finit par arriver, puisqu'effectivement Gandalf réussit à rallier des troupes qui avaient été dispersées à la bataille des Guet-de-Lisen pour effectivement avoir une force c'est l'armée de secours qui est jamais arrivée pour Vercingétorix à Alésia, quoi. C'est ceux qu'il a attendu en vain et qui a permis de lever le siège de César. Exactement. Sauf que là, Gandalf a fait ce que Vercingétorix n'a pas réussi. C'est toujours le but. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les batailles dans Le Seigneur des Anneaux sont des sièges. Et c'est intéressant de la part d'un vétéran de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale, le front de l'Ouest en tout cas, c'est un grand siège. C'est un immense siège. C'est une guerre statique où il faut effectivement déborder des fortifications. En tout cas, les franchir. Et puisqu'on parle de siège et de fortification, je vais dire un truc sur Sauron. Plutôt sympa. Non, pas du tout. C'est que il a un Did Sauron have a point? Voilà. C'est ça, il avait pas Sauron. Par rapport à Morgoth, c'est pas le pire. Ouais. Mais Sauron n'a absolument aucune imagination. Sa stratégie consiste en fait à surpasser systématiquement ses ennemis en moyens et en force brute et à l'emporter en fait ainsi. Ce qui rappelle quelque part en fait, alors pas forcément la stratégie des généraux de la Première Guerre mondiale, mais en tout cas la perception post-Première Guerre mondiale de leur stratégie. Minas Tirith par exemple est adossé à une montagne, le mont Mindolluin. À aucun moment Sauron pense à envoyer une force d'élite spécialement entraînée pour ce genre d'opération, escalader la montagne par l'arrière et tomber sur le Gondor dans les fortifications en passant par la montagne. À aucun moment. Alors ça c'est un autre truc, c'est qu'il n'a pas énormément de forces d'élite. Sauron, à part les Nazgûl, c'est quand même beaucoup de piétailles et qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de candidats. Ces forces humaines, si les forces humaines de Sauron, en fait, chez ses alliés humains, il en a. Il a des éléphants, il a etc. Oui, et puis il a quand même, peut-être pas des forces d'élite, mais il a quand même des machines de siège assez impressionnantes. Là, j'ai devant les yeux la description de Gronde. Gronde, c'est le bélier monstrueux d'un arbre de 100 pieds de long, sur de fortes chaînes, qui va s'abattre sur la porte du Gondor. Et donc, il y a une description quand même assez terrifiante de ce que peut être un gigantesque bélier, avec des trolls de montagne qui sont les seuls capables de soulever le bélier tellement il est lourd et puissant. Donc on est quand même dans la force brute, quoi. La force brute pour défoncer la porte du Gondor et puis prendre d'assaut la citadelle. Alors je me retiens très fort en fait pour ne pas répéter Gronde parce que c'est un mème sur Reddit. Dès que quelqu'un mentionnait Gronde sur Reddit, les 18 à 28 commentaires suivants c'était Gronde. Gronde. Ok. Non mais pour en venir à ça, oui, non, Sauron essaie systématiquement de l'emporter en fait par rapport avec un rapport de force systématiquement écrasant. Il n'essaie pas de l'emporter à un point donné avec des moyens inférieurs ou avec des on se demande bien à quoi il sert tout ce conventionnels. renseignement et tout cet espionnage d'ailleurs, si c'est pour à la fin foncer dans le tas. Et, effectivement, mais en même temps, il a des facilités en termes, comme vous l'avez dit Alexandre, de génération de force. Il a la partie facile. À moi. Alexandre Pioche. Blessure de guerre, PTSD. Très intéressant. C'est le thème du livre. Le thème, ouais. C'est un livre sur le PTSD et l'impossibilité de sortir indemne de la guerre. Oui, enfin à la fin quoi. Mais je veux dire, c'est la morale finale puisque effectivement quand Frodon rentre, globalement il est en PTSD total, il n'arrive pas, il écrit, etc. Oui, tout à fait. Tout le monde est un peu en PTSD, ouais. Je saurais pas quoi dire de plus, c'est-à-dire oui, il y a Frodon qui est de manière évidente. Alors dès le début, dès sa première blessure, il s'en remet jamais. Ouais, mais comme dès le souffle du Nazgûl, mais le souffle du Nazgûl. Et c'est intéressant, par exemple Frodon complet PTSD, alors que Bilbo zéro. Bilbo, il a vu des trucs au début, mais il a vu des trucs dans le Hobbit, donc la bataille des 5 armées, etc. Il a pas l'air particulièrement traumatisé, ce qui renvoie à un truc intéressant, c'est le fait que c'est ce que tout le monde dit, quoi. C'est en fait il y a des gens qui se font percuter par ça, d'autres pas. Et évidemment Tolkien a vu ça
autour de lui, et lui-même pendant la Première Guerre mondiale. Mais effectivement, il y a des gens que ça frappe particulièrement, et d'autres dont on a l'impression qu'ils vont de bataille en bataille, plutôt ok, que ce soit Faramir, Aragorn, etc. Ils sont pas... même Faramir, qui quand même se prend 2 flèches et une brûlure de souffle de Nazgûl à la bataille à la bataille juste avant de Sgiliath. Bon, ça va quoi. Ah oui et non, je pense que Faramir est affecté, et ce qui va lui permettre d'aider notamment l'autre personnage qui est peut-être aussi affecté en fait par le PTSD, c'est le personnage d'Éowyn. Et Éowyn est affectée par le problème, c'est que son PTSD à elle, c'est le harcèlement sexuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le harcèlement sexuel que lui fait subir Grima, et dont elle parle dans le livre, qui est peut-être un peu moins présent dans le film, qui est juste à peine ébauché. Elle devient effectivement suicidaire. Sa démarche de rejoindre l'armée en marche n'est pas purement héroïque. Elle veut se laver du regard de cet homme dans le sang, et dans le sien. Et elle tente de mourir. Et elle est blessée également, physiquement, et un peu magiquement, entre guillemets, par le Nazgûl lors de son combat contre lui, puisqu'en fait, le bras qui tenait son bouclier est cassé, et le bras qui a tué le Nazgûl, lui, se prend des dommages pas tout à fait physiques. Mais de quoi doit-elle guérir ? Parce qu'en fait, dans le livre, on explique que les médecins sont... et même Aragorn, qui est thaumaturge. D'ailleurs, à ce sujet, je me demande si Tolkien avait lu la thèse de Mark Bloch. Aragorn thaumaturge, c'est très important, c'est ainsi qu'on le reconnaît. Et donc, Aragorn, même, et son pouvoir, c'est qu'il arrive à la stabiliser avec son pouvoir thaumaturge, mais sans plus. Elle ne veut pas vivre. Et il faut que Faramir vienne l'aider, lui-même, qui se remet de blessures et physiques et morales, dont la perte de son frère, non des moindres, et qu'il se retrouve ainsi compagnon en fait, et de blessures physiques et de blessures morales pour s'en sortir. André ? Alors je pioche un nouveau mot. Ouais, enfin la perte de son frère, de Boromir, il est pas... Et je tombe sur un autre Il s'aimait énormément. Il s'aimait énormément. Oui, non, d'accord, enfin il est pas effondré quand on lui annonce, etc. Enfin bon, dans le livre... si, et il le dit à Frodo d'ailleurs. Ouais, moi j'ai pas le souvenir d'un truc. Bon, pardon, André. Alors moi je suis tombé sur le courage, qui est un immense thème tolkienien, et si j'ai bien compris Tolkien, le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'être capable, malgré la peur et malgré la certitude que il est probable que ça serve à rien ou que on n'en soit pas capable, d'y aller quand même, quoi. Il y a un côté, on trouvera ça chez Camus par ailleurs, hein, dans La Peste de Camus, l'idée que la catastrophe est là, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire face à la place qu'on a, à la place qui est la sienne, et donc le courage étant de se mettre à la hauteur de l'événement sans être un surhomme ou sans être un être exceptionnel, et donc les hobbits qui en sont évidemment peut-être la manifestation la plus forte. C'est Palmer Luckey, qui est le fondateur d'Anduril, qui disait récemment... Alors Anduril, peut-être disons ce que c'est. Anduril, c'est partie de ces nombreuses sociétés aux États-Unis dans le complexe militaro-industriel qui ont pris des noms inspirés du Seigneur des Anneaux, enfin, et financiers d'ailleurs. Il y a Palantir, Anduril, etc. Anduril, c'est militaire. Oui, tout à fait. Mais alors Anduril, ça a par ailleurs des caractéristiques autres qui sont intéressantes, que c'est vraiment en mode start-up, et c'est un truc. Donc Anduril, je rappelle que c'est l'épée d'Aragorn, donc la lumière de l'Ouest, mais qui a ça fait partie de ces Palantir, ça. Par exemple, Palantir, bon, c'est très compliqué de pourquoi ils ont nommé ça Palantir, mais ça fait très longtemps que c'est dans le paysage et c'est une entreprise assez classique du complexe militaro-industriel américain. Anduril, beaucoup plus compliqué parce que c'est une entreprise qui a poussé comme un champignon après la pluie, qui est devenue énorme et qui a une volonté de disrupter complètement le complexe américain et qui réussit assez bien. Voilà. Donc, et je vais dire en fait, le Palmer Luckey, le fondateur d'Anduril, disait Every country needs warrior class excited to enact violence on others in pursuit of good aims. Donc littéralement, chaque pays a besoin d'une caste guerrière qui est excitée à l'idée de commettre la violence sur des autres pour dans la poursuite de buts nobles. C'est exactement le contraire des valeurs mises en avant par Tolkien. Tolkien met en avant le courage des gens ordinaires. Les héros de la guerre de l'anneau, les gens devant lesquels Aragorn, couronné littéralement roi des hommes libre, s'agenouille, ce sont des hobbits,
c'est un célibataire obèse entre 2 âges et son jardinier. Et ça veut tout dire. Mais ça veut dire aussi quelque chose dans la récupération de Tolkien, et à quel point on lui fait dire un peu, ou en tout cas à quel point on récupère l'imaginaire tolkienien, quelquefois pour lui faire dire exactement le contraire de ce que Tolkien voulait dire. Oui, un imaginaire militariste qui est loin des lectures qu'on peut faire. Si on lit, littéralement, Alexandre le disait, en Duril ça signifie en Sindarin flamme de l'Ouest. Flamme de l'Ouest, quand on sait qu'on travaille dans l'industrie d'armement des États-Unis, on est presque dans un sous-texte suprémaciste. C'est à vous, Ryan. Celle-là, je vais la faire courte. Ration. Ah. Question de la nourriture. Ouais. Quand on est un hobbit et qu'on a besoin de 6 repas par jour, de quoi se nourrit-on quand on est en fait dans la lande déserte? Avec ce putain de pain des elfes, qu'ils aiment bien au début, mais oui, mais le deuxième petit déjeuner tout de même. Qu'en est-il du deuxième petit déjeuner? Alors ça, pour moi, c'est vraiment Tolkien qui a dû quitter le confort de l'étudiant d'Oxford et bouffer des boîtes de conserve au tranché, quoi. Là, pour moi, il y a un truc... Ouais, mais alors, sauf que le pain des elfes, c'est quand même vachement bon au début. Ils disent, putain, c'est génial, etc. Et en vrai, au bout de 4 jours, ils en peuvent plus. Ils sont prêts à lâcher Gollum pour qu'il aille chercher du poisson, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça, mais en même temps, c'était un peu une réflexion sur la nourriture, parce qu'en fait, le pain des elfes, il est bon, il satisfait en fait aux besoins et même il cale la faim. Mais manger, c'est pas juste un besoin, c'est aussi culturel, on a besoin de goût et c'est très drôle. Sam, il parle de ces petites herbes parce qu'en fait, il arrive en Ithilien, la première chose qu'il sent, c'est que ça sent les herbes aromatiques. L'Ithilien est quasiment, je pense, un peu méditerranéen. Il sent du thym sauvage, du romarin, donc il dit je vais me faire un petit lapin. Bon, c'est intéressant. Avec un autre truc qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a la problématique du feu. Ils sont en permanence sur, comme tout le monde, de est-ce qu'on fait un peu feu, est-ce qu'on le fait pas. Enfin, c'est un truc quand même très classique et très typique. Mais la perspective, c'est donc, c'est jamais on va se réchauffer. Enfin, c'est un peu on va se réchauffer. Mais c'est surtout est-ce qu'on peut bouffer chaud. Est-ce que pour une fois on peut bouffer chaud au lieu de bouffer ce putain de pain des elfes? Et enfin, à partir du moment où ils ont le pain des elfes. Mais c'est vraiment une problématique centrale. Oui, et puis est-ce qu'il y aura un peu de bonne weed aussi qu'on pourra fumer? Parce que les rations, c'est aussi ce qui améliore un peu l'ordinaire. C'est-à-dire, si on a que du pain elfique à se mettre sous la dent, c'est quand même pas drôle tous les jours, au moins on peut peut-être fumer quelque chose qui nous réconforte un peu. Oui, parce que ça, c'est leur grand truc quand ils tapent la forteresse de Saruman, ils tombent sur des grosses caisses de tabac, et d'ailleurs, je sais pas si c'est... Et des réserves de nourriture aussi. Oui, mais je sais pas si c'est vraiment... Si à un moment où ils y répondent, mais ils sont putain, mais qu'est-ce qu'ils foutaient avec tout ce tabac, d'où il vient, etc. Ouais. Alors ça, c'est expliqué, c'est raconté dans le livre, et ça, c'est justement toute l'affaire de Bill Ferny, ce fameux fermier de Brie qui était l'agent de Saruman dans toute cette région-là. Mais aussi la question de savoir, c'est pourquoi Saruman avait de l'herbe à pipe. Peut-être parce qu'il se disait, il était un peu jaloux de Gandalf et qui se demandait mais d'où est-ce que Gandalf tenait tous ces renseignements et est-ce qu'il trouvait peut-être l'illumination dans cet artifice qui consiste à fumer ce truc bizarre. Est-ce qu'on pense que le tabac à pipe c'est du tabac ou de la weed? Est-ce qu'on ferait pas surtout un spin-off Saruman Breaking Bad? Saruman c'est pas avec son labo, avec ses plans hydroponiques qui et Grima en Jesse quoi. Complètement. Bon, il est temps de tirer un nouveau mot. Industrie d'armement. Alors, ça, c'est vous, André, qui l'avez fait. Je sais pas si on est encore sur le délire Palantir en Duril. Non, pour moi, c'est plus, mais là, vraiment, c'est les images du film, parce que j'ai pas relu ces passages, c'est tout ce que fabrique Saruman. Oui, alors ça, tout à fait. C'est quand même une idée qu'on prépare une grosse armée. Ouais, alors, on prépare une grosse armée, les forges, etc. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la désolation corollaire, parce que c'est pour ça que les arbres se rebellent, c'est parce qu'ils ont besoin de tellement de bois qu'ils ont rasé la moitié de la région, et du coup, c'est la raison pour laquelle... Putain, j'ai oublié comment s'appellent les arbres. Les Ents. Les Ents. C'est pour ça que les Ents se rebellent, parce qu'ils en ont marre de se faire que les cousins, que les arbres se fassent couper en permanence. Mais ce qui renvoie à une question qui est celle, effectivement, de l'épuisement des ressources naturelles, et de la guerre qui épuise, disons, la biosphère. En plus, alors ça c'est intéressant, c'est une question à poser des ravages que fait la guerre sur des territoires,
en fait, qu'est-ce que des territoires deviennent après une bataille, après un combat, mais aussi avant la bataille, le combat, le fait que les ressources naturelles sont épuisées pour construire des armements. Oui, il y a une question de qualité des armements. La qualité des armements, elle est différente d'un camp à l'autre. Sauron et Saruman sont incapables de produire des armements de bonne qualité. C'est très souligné. Les orques sont capables de faire des armes très efficaces, qui remplissent leur office et le font en grande quantité, mais ce sont des armes qui sont grossières. Et ils sont incapables de faire, par exemple, des armes magiques telles que les elfes ont pu en faire à une époque, ou même certains nains. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est quasiment en fait un peu dans une dynamique un peu soviétique, c'est-à-dire on va produire basse qualité en masse. Ah oui, vous voulez dire les nains et les elfes, c'est l'industrie d'armement française, c'est-à-dire on n'en fait pas beaucoup, mais on les fait bien. Les nains sont capables de produire en grand nombre. Les nains sont parce que c'est c'est un des secteurs, voilà. Non, mais c'est un des secteurs porteurs de son économie, l'industrie d'armement nain. Et voilà, l'épée d'Aragorn, fameuse Anduril, être autrefois Narsil, a été forgée par un nain. Mais non, il y a ça. Mais pour revenir par contre, les orques, c'est le matos chinois. On sait pas très bien ce qu'il y a. Ah ouais, matos chinois, on l'a pas encore subi, donc on ne sait pas. Il est en train de monter en gamme. Mais moi, le point sur lequel je veux rebondir, c'est que on parle en fait de l'industrialisation comme d'une espèce de corollaire ou de conséquence en fait de ces guerres. Mais en fait, Sauron, c'est pas un accident, c'est le modèle de société qu'il veut mettre en place. C'est celui d'une économie productiviste de prédation qui détruit complètement l'environnement autour, sans aucun regard sur ni le vivant, ni la question du développement durable. Et lorsqu'il arrive au bout des ressources... Voilà, c'est une manière de le dire. Sauron ne s'intéresse que très peu au développement durable. Et voilà, c'est une façon de dire. Pour la formation, et ça, développement durable. Et il dit beaucoup de mal de Greta Thunberg. Figurez-vous qu'il ne peut pas la blairer. Voilà. Mais du coup, en termes de production, et comment est-ce qu'il gère sa force de travail ? C'est de l'esclavage. Voilà. Et donc, c'est à André. J'ai tiré un nouveau mot qui est le terrain. Et le terrain, le mot était choisi parce que en écoutant, en lisant un petit peu pour préparer l'émission, quelqu'un faisait remarquer à quel point Tolkien était sensible à la progression et qu'il y avait ce côté, voilà, de l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui a dû marcher, même s'il était quand même dans le Signal Corps, il a dû quand même marcher sur des terrains accidentés, il a dû se paumer, il a dû vivre les terrains accidentés. Et puis bon, ça a été remarqué 1 million de fois, mais le Mordor, c'est le No Man's Land. C'est le No Man's Land et c'est un endroit où la progression est difficile. Et donc cette idée que on progresse pas partout à la même vitesse, qu'il y a des zones plates, des zones au contraire très vallonnées, avec une vraie insistance sur la qualité du je sais plus, il y a un passage où ils disent putain, il y a que des cailloux et ça fait mal aux pieds quand on marche sur des cailloux. En tout cas, c'est extrêmement présent. C'est un livre avec une dimension physique. La marche physique, c'est fondamental dans l'expérience des personnages. Alors il y a ce côté-là, et absolument, je pense que ça découle vraiment de son expérience personnelle, que ce soit sur ces terrains-là, ou que ce soit sa fameuse expérience de jeunesse où il a découvert les Alpes et la randonnée dans les Alpes avec, il me semble que c'est sa tante, ou une cousine âgée. Mais moi, quand on m'évoque le terrain, je pense surtout en fait en termes de stratégie et aussi à l'échelle opérationnelle, à quel point en fait dans le Seigneur des Anneaux, le terrain contraint. Les points de passage des fleuves, par exemple. Les gués, ils se battent en permanence pour des gués. Ils se battent pour des gués. À Osgiliath, ils se battent pour le passage, effectivement, de l'Anduin à ce point-là, parce que, voilà, il y avait une cité, c'est plus facile d'établir des ponts. Lorsque Aragorn décide de venir en aide au Gondor, il passe par un chemin qui est complètement différent. Il passe sous une montagne. Il y a tout ça. Et ce que j'aime aussi, c'est à quel point le terrain aussi, il y a vraiment cette conscience en fait de points de passage clés. La bataille des Gués de Lisen, par exemple, où le terrain, contraint les armées à certains passages, à une certaine façon de faire. Et pour la bataille des champs de Pelennor, là encore, c'est complètement absent du film. L'armée de Théoden, si elle prenait la route normale, serait arrivé trop tard. Et c'est grâce en fait à l'intervention d'un peuple autochtone qui, par ailleurs, était autrefois chassé carrément par les Rohirrim, qu'ils arrivent effectivement déjà à contourner le dispositif des orques, à prendre un raccourci et à justement pénétrer dans la plaine de Pelennor avant que la nasse ne se referme. Ryan tire un nouveau mot.
Réfugiés. Je crois qu'on l'a déjà évoqué en fait, comme à propos du gouffre de Helm. Je n'en dirai pas plus. Ah oui, le fait qu'ils se réfugient dans la forteresse, ouais. Non, mais il y a une problématique aussi de déplacement de population, Ouais, qui est notamment présente dans tout le premier livre, dans toute la confrérie de l'anneau. Il y a cette idée que, en fait, les populations vont vers l'ouest de plus en plus. On pourrait d'ailleurs... Il y a des gens qui se méfient d'ailleurs, qui disent il va y avoir des réfugiés. La guerre va provoquer des réfugiés, on n'est pas sûr qu'on veut les accueillir. C'est un peu des conversations de taverne où voilà, il y a qui sont remarquablement retranscrites. Ouais, il y a un peu ces débats. C'est tout à fait ce qu'on trouve dans les médias aujourd'hui. C'est tout à Voilà. fait. Non, mais non, mais il y a une vraie préoccupation de, en fait, les armées avancent, donc il y a des déplacements de population, et du coup c'est relou. À quoi il faudra ajouter qu'il y a aussi la perspective générale qui est celle des elfes, qui est les elfes qui vont prendre les bateaux pour aller dans leurs endroits là à l'ouest, qui est un truc intéressant parce que ça leur donne un échappatoire. Alors même si quand on lit le Silmarillion, on voit qu'il n'est pas totalement certain qu'ils soient bien accueillis. Enfin bon, bref, parce que vu de la manière dont ils sont arrivés en Terre du Milieu, mais peu importe. Mais en tout cas, ça fait qu'il y a une population qui a un échappatoire, qui a une possibilité de se réfugier, avec toute une problématique de une fois qu'on a cet horizon-là. Pourquoi est-ce qu'on reste selon quels critères et selon quel objectif, quoi. Oui, il y a ça. Il y a aussi la question des nains. Alors là, pour le coup, c'est dans Bilbo le Hobbit, où effectivement toute la communauté des Rébor est sans patrie. Donc ils sont totalement errants et qu'ils doivent là reconquérir effectivement la pointe de l'épée. Il y a cette notion en fait d'être à la recherche d'un foyer. Voilà, je pense. Ah, du coup, mot bonus. Ouais, allez. Marche et déplacement, on l'a un peu fait, ça, on a déjà un peu parlé avec le terrain, mais on peut juste dire quand même, le fait est que c'est quand même une longue histoire de marche, c'est quand même une longue histoire. Et des gens qui se privent de sommeil pour marcher le plus possible et le plus vite possible. De contre-marche, de quand est-ce qu'on peut s'arrêter, quand est-ce qu'on ne peut pas, avec effectivement un truc de, en fait, la nuit, il y a quand même un moment où on ne peut plus marcher. Enfin, il y a quand même un truc qui vient un peu de l'expérience vécue quand même du soldat, a-t-on l'impression, sur voilà, quand est-ce qu'on peut couvrir du terrain, quand est-ce qu'on ne peut pas. Ouais, c'est une de ces nombreuses choses en fait. On est dans un univers qui est complètement fantastique, mais il y a des dynamiques où effectivement il y a des choses qui sont terriblement réalistes et qui sont sans doute tirées de cette expérience. C'est ça. On a parlé de la nourriture et la marche en fait partie. Ouais, je pense aussi. Alors le mot, ce sera donc camaraderie. La grande histoire de la grande bromance du Seigneur des Anneaux, c'est entre Sam et Frodo. Et je la trouve très intéressante parce qu'en fait, c'est un rapport d'aliénation capitaliste d'un employé envers son employeur. Oui, alors on peut l'appeler comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment en fait une évocation de la camaraderie qui a franchi en fait les barrières sociales à travers l'adversité. Bon, Sam est déjà complètement dévoué à Frodo dès le départ, sans doute parce que Frodo le traite un peu plus, ou plutôt Bilbo d'ailleurs, sans doute parce que Bilbo et Frodo le traitent un peu plus comme un membre de la famille que comme un simple employé. C'est Bilbo qui apprend à Sam à lire et écrire, et peut-être même quelques rudiments d'elfique, parce qu'en fait c'est sans doute le jardinier le plus éduqué de la comté. Mais il y a vraiment ce côté effectivement je pense que c'est vraiment pour le coup un hommage de Tolkien à la working class britannique et à ce qu'elle a pu montrer de plus noble. Mais ça c'est son point de départ. Et je pense qu'au-delà de ça, le message le plus intéressant, en fait, l'idée qu'il voulait porter véritablement, c'est véritablement celle d'une solidarité transclasse qui se révélerait effectivement dans les moments les plus difficiles. Et qui reposerait finalement sur quelque chose que tout le monde peut avoir. C'est une forme de noblesse. Même le plus humble, en fait, des hommes ou des hobbits d'ailleurs, peut être noble. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a une dialectique du maître et de l'esclave extrêmement nette. On ne sait pas exactement lequel est le plus dépendant de l'autre. C'est très. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour autant, la supériorité n'est jamais questionnée. Il y a juste un tout petit moment quand Sam pense que Frodo est mort à la fin des 2 tours où il se dit je vais prendre l'anneau mais est-ce que j'en suis capable, etc., où il a tout ce truc intérieur, mais à part ça à aucun moment on s'interroge de pourquoi est-ce que c'est Frodo le chef
et pourquoi est-ce que c'est pas Sam? Il y a vraiment dans le truc un truc de hiérarchie sociale. Est-ce que c'est le chef ou est-ce que c'est le porteur finalement, et c'est la fatalité qui pèse sur lui? On peut le voir comme ça aussi. Oui, tout à fait, mais il y a jamais une question de est-ce que les rôles pourraient être inversés? Est-ce que voilà? Alors moi justement, je suis pas sûr qu'il soit qui est peut-être un symptôme de la stratification sociale britannique. Alors je pense que c'est tout à fait légitime en fait de le poser comme ça. Mais alternativement, on pourrait aussi se demander, bon, Frodo au départ il décide de partir seul, et c'est Sam qui lui saute dessus pour dire non, vous ne partez pas sans moi. Ouais, qui saute dans l'eau même pour le récupérer. Et alors qu'il ne sait pas nager. Alors on peut y voir effectivement une forme d'internalisation effectivement de logique de domination, mais à la fin du livre, Frodo redevient un simple célibataire qui finit un bouquin et qui finit par quitter la comté pour disparaître. Sam va être quasiment réélu, quasiment à vie, mais il va finalement quitter ses fonctions de manière volontaire, maire et chef quasiment de toute la comté pour le reste de sa vie. Je trouve que c'est intéressant en fait quand on revoit cette histoire-là en regardant ça. Je posais quand même l'éléphant in the room. Il y a la question de l'homosexualité, parce que la sexualité est une question dans toute le... Il y a un truc quand même de l'amour qui se porte l'un pour l'autre. La sexualité est quelque chose qui est totalement absent du Seigneur des Honneurs. Enfin, pas totalement absent puisqu'il y a des couples qui existent, mais qui est pas... c'est pas le livre le plus hot c'est pas le livre le plus hot qu'on puisse trouver. Mais on peut très bien, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais on peut tout à fait le lire comme un truc d'amour transi de Sam pour Frodo, et ensuite comme d'autres histoires d'homosexualité non assouvies de l'un des deux qui finit par se ranger alors que l'autre reste un célibataire endurci. Bon, on peut le voir comme ça. Je pense qu'on peut. Alors, on serait dans la spéculation la plus totale, mais c'est vrai que quelquefois effectivement c'est tellement intense au niveau de la description des réactions qu'on peut se poser la question. Et voilà, je ne m'avancerai pas plus en fait. Moi sur la camaraderie, je voudrais juste rebondir sur un truc qui effectivement montre que Tolkien met en scène quand même des rapprochements sociaux improbables et sans doute idéalisés, mais en tout cas c'est comme ça qu'il veut voir les choses. C'est quand même qu'on a un livre entier qui est consacré, enfin en tout cas une moitié de livre du tome 2 qui est consacré au retrouver les camarades qu'on a perdus. Il faut sauver le soldat Pipin et le soldat Merry, y compris de la part de 3 personnages qui sont quand même beaucoup plus élevés socialement et beaucoup plus importants à l'effort de guerre. Et on pourrait dire à quoi ils passent leur temps à essayer de trouver 2 hobbits parce que c'est leurs camarades et que on laisse pas un hobbit derrière soi, ou on laisse pas un hobbit devant soi. Ils sont pas particulièrement de meilleurs plans parce que ils savent pas trop où aller, donc ça dit quelque chose quand même du fait que le fellowship qui a été la camaraderie, la communauté qui a été soudée dans le tome 1 et qui a été rompue par les événements, si on peut essayer de la reconstituer autant que possible, on va le faire. Ouais. Ça, cette quête quand même de ces camarades perdus, elle est très très forte. Ouais, on est dans une posture complètement antimatérialiste où on se refuse en fait à échanger une vie contre des milliers. On arrive à la fin quand même. La paix. Intéressant. La paix. Qu'est-ce que la paix dans le Seigneur des Anneaux ? Est-ce que l'état initial est un état de paix ? Non, pas vraiment. C'est un état déjà de guerre larvée. Ouais, est-ce que la fin c'est plutôt l'après. Moi, je me pose la question parce qu'il n'y a pas de traité de Versailles du Seigneur des Anneaux. Le Mordor ne peut pas payer de réparation. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que le Mordor va être réaménagé après ? Est-ce qu'on a un grand plan agricole pour le Mordor pour remettre en valeur le territoire qui a été dévasté ? Je trouve que quand même cette histoire n'est pas allée jusqu'à son terme. Il y a plein de questions qui se posent. Hein. Ce monde est en partie un monde en ruine. Est-ce qu'il y a un vivre ensemble qui se ça, certes de deux côtés de l'Anduin, mais entre orques et humains. Alors entre orques et humains, non. Et je pense que dans les régions qui seront contrôlées par Aragorn, il va sans doute tenter de les éradiquer. Génocidaire. Non mais c'est. Voilà, mais pour le coup. On bascule dans une autre thématique qui est la thématique en fait coloniale ou anticoloniale, dans le sens que comment Aragorn, roi d'un Gondor reconstitué et fort, pour le coup parce qu'il aurait non seulement le Gondor mais aussi l'Arnor, donc voilà, va se comporter en fait contre des populations qui ont pris fait et cause pour Sauron et qui ont ensuite effectivement qui ont longtemps été sous le joug
soit des Núménoriens, ses ancêtres, soit des Gondoriens aussi. Ce qui est un problème quand même central. Enfin, je veux dire, quand on lit les 2 tours et la bataille du Gouffre de l'Homme, on a un peu parlé tout à l'heure, mais enfin bon, ils s'en tirent bien quand même les humains qui sont du côté de Sauron. Enfin, je veux dire, c'est ok, c'est bon, allez, vous pouvez y aller. Les orques sont exterminés. Par contre, eux, c'est ok, il y a pas de souci. Enfin, il y a quand même un truc justement très constructif de vivre ensemble, etc. Peut-être qu'on peut penser, parce qu'ils ont expié leur soif de vengeance sur les orques, qu'ils peuvent du coup être plus pacifiques avec les hommes, mais se pose une question quand même. Je pense qu'il y a une prise en compte, il y a une prise de conscience en fait de l'hubris coloniale. Aragorn, en tout cas, va se refuser à reprendre tout simplement le flambeau de ses ancêtres qui ont conquis des terres pour la gloire de la conquête de terres. Et si effectivement il pardonne au peuple de l'Est et du Sud, humain en tout cas, c'est pour construire une relation qui ne sera pas bâtie justement sur une relation de domination, et il se refuse à cela, et qu'il va vouloir traiter avec eux d'égal à égal. Ceci dit... Enfin, il manque une petite sanction quand même pour mettre le coup. Alors, dans les annexes, il me semble qu'il continue il guerroie un peu effectivement au cours de sa vie, mais uniquement pour gagner la paix et jamais en fait dans une optique de conquête. C'est-à-dire que de temps en temps, quand il se rebelle ou qu'il décide effectivement de s'en prendre aux Gondor, il leur met un bon taquet et il leur dit maintenant vous vous calmez, et on revient aux frontières antebellum. Donc il y a ce côté-là. Alors sur la paix, il faut aussi dire que la paix est quand même pas garantie, parce que la situation de transition guerre-paix, c'est aussi le désordre social, et puis les ruffians, les hommes qui s'introduisent dans la comté pour essayer de profiter de l'absence de quelques hobbits les plus importants pour mettre en coupe réglée la région. Autrement dit, on a l'impression qu'on passerait de la guerre extérieure à la guerre civile, ou qu'en tout cas la situation de guerre extérieure fragilise tellement la société que d'autres menaces militaires pourraient surgir. Donc on n'est quand même pas dans un monde où vaincre Sauron résout absolument tous les problèmes. On est dans un monde en partie à reconstruire côté Gondor, avec sans doute des choses à imaginer pour Aragorn, pour effectivement intégrer différentes régions, rehiérarchiser les sujets de son empire. Au fond, ce sera un empire, le Gondor. Exactement. Et puis dans la comté, arriver à retrouver un équilibre social, parce que la comté, il y a une fragilité même quand la Grande Guerre est gagnée. Je pense qu'on est justement dans la dynamique d'Aragorn qui essaie déjà de faire reconnaître son pouvoir, ce qui n'était pas évident au Gondor, il y arrive, mais sur l'Arnor c'est autre chose, parce que c'est un illustre inconnu, même s'il avait des droits sur ce territoire depuis, mais qu'est-ce que c'est que, et il doit les convaincre en fait. Et ce sont des gens qui sont autogérés en communauté pendant très longtemps, et son but, c'est que ça continue, mais sous sa protection. Donc il ne se refuse d'intervenir effectivement là-dedans, et donc je pense que toute cette question en fait de guerre civile, c'est une question en fait de comment s'établir en fait un pouvoir sur des territoires qui ont été négligés, et comment en fait il réaffirme en fait son autorité, Alors Ryan, vous êtes tombé par un hasard pur et parfait sur guerre coloniale. On en parlait déjà un peu à l'instant, mais se pose quand même la question de... Bon, allez-y, mais c'est intéressant. La question en fait, c'est que on réduit en fait assez souvent l'inspiration de Tolkien à la Première Guerre mondiale et à son vécu, et pas assez peut-être en fait à ses propres références littéraires. Et la question coloniale, elle est assez centrale chez Tolkien, parce que comme je l'ai dit juste à l'instant, il y a une véritable condamnation chez lui en fait de la guerre coloniale, en tout cas d'un hubris impérialiste. Et les Núménoriens, donc je sais pas si on va expliquer ce que c'est. Ce sont les ancêtres en quelque sorte d'Aragorn qui ont reçu une île de la part de ces fameuses puissances et qui vont capturer en fait, vont faire ployer Sauron, mais dans leur hubris décident de le ramener. Mais ça fait suite en fait à une conquête, ou plutôt une reconquête de la Terre du Milieu par ces humains qui sont plus avancés entre guillemets, et qui vont réduire en fait les autres à l'état de sujet. Et ça, c'est clairement en fait condamné. Et cette hubris qui les conduit éventuellement effectivement à capturer Sauron, c'est le début de leur perte. Et alors il y a ça, et cette dynamique recommence ensuite avec le Gondor, lorsque le Gondor atteint effectivement son apogée, où elle se lance dans des grandes conquêtes et qui vont effectivement asservir ces fameux orientaux et ces gens du sud, qui vont du coup être poussés en fait dans les bras de Sauron, lorsque le Gondor effectivement va se rétrécir
et laisser ces peuples, Sauron va s'engouffrer dans la brèche pour les conquérir et faire alliance avec eux. Ouais, ça c'est ce que j'allais dire, c'est le côté très... ça, c'est la présence de beaucoup d'humains auprès de Sauron qui est pour le coup très propre aux guerres de conquête coloniale. Enfin, si là on prend le point de vue de Sauron, enfin, les guerres de conquête coloniale, c'est jamais les Européens qui ont conquis les territoires, c'est des colonisés qui ont conquis d'autres colonisés. Enfin, c'est des populations locales qui se sont alliées aux Européens pour conquérir d'autres populations locales. Et là, c'est un peu le schéma dans lequel on est, c'est-à-dire c'est des humains qui s'allient à Sauron contre d'autres humains parce qu'ils ont ces intérêts-là à un moment, quoi. Bah, c'est peut-être l'inverse en fait. Sauron est peut-être une espèce de héros décolonial pour le coup. Ok. Il n'est pas très durable. Non, il est colonial. Voilà, c'est ça. Un Sauron surprenant aujourd'hui. Rouge pas vert. Peut-être quoi, Kadhafi Ouais, non, il y a ce côté-là, bien sûr qu'il il n'a pas à cœur la liberté de ces gens-là. Mais par contre, il va promouvoir en fait un discours où il va exciter en fait la vengeance de ces peuples envers le Gondor. Et des sentiments qui sont absolument légitimes de rancune pour les lancer à l'assaut du Gondor. Ça marche très bien pour les puissances coloniales aussi, si on prend je sais pas les Européens, Cortés au Mexique qui s'allient, qui exploitent des ressentiments contre c'est les Tlaxcaltèques contre les Aztèques. Tous les peuples autour des Mexicas en fait avaient une dent contre eux. L'autre point que je voudrais souligner si on parle de guerre coloniale, c'est l'inspiration que Tolkien a tirée des guerres coloniales en Amérique du Nord. Et à quel point, en fait, dans sa psyché, les bons de l'histoire, ce sont les Indiens. Lorsque Tolkien décrit effectivement les elfes comme un peuple d'archers qui vit dans des forêts, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, personne ne se bat à l'arc dans des forêts. L'arc est une arme longue distance, c'est pour se battre en plaine. Pourquoi est-ce que les Indiens d'Amérique du Nord-Ouest se battent avec des arcs ? Parce que ce sont des chasseurs. Les elfes ne sont pas des chasseurs, ils sont végétariens. Donc en fait, il va reproduire en fait chez les elfes sylvains notamment, comme les Galadrim ou les elfes de la Forêt Noire, il va leur calquer des descriptions qui étaient celles des romans d'aventure américains, notamment de Fenimore Cooper, etc. Fenimore Cooper, c'est donc notamment le dernier des Mohicans. Le dernier des Mohicans, voilà. Donc il va faire des peuples qui sont en perte de vitesse, comme les elfes, ou qui sont constamment, dont le territoire se réduit comme une peau de chagrin, dont la culture est en danger, et qui fuient et qui disparaissent un peu petit à petit dans les bois. Il y a complètement ça chez les elfes. Et c'est d'autant plus appuyé que les Rangers, donc, qui sont des descendants des Núménoriens, donc, dont Aragorn fait partie, les Rangers sont exactement les hommes des bois. Donc ce sont des gens qui sont au contact des elfes, qui ont gagné leur amitié. Le coureur des bois, nord-américain, francophone, qui apprend, trappeur, quoi. Voilà, qui est trappeur. Mais Aragorn est un trappeur. C'est un trappeur, c'est un tracker, c'est un chasseur. Il est présenté comme ça, c'est un chasseur et il sait lire les traces dans l'herbe, etc. Et de qui il l'a appris ? Il l'a appris des elfes. Et le terme même de ranger est très intéressant parce qu'en fait, il correspond à des milices nord-américaines pendant la guerre de 7 ans qui s'habillaient en vêtements camouflés, verts et bruns, pour se battre à la manière indienne contre, effectivement, les Français et leurs alliés. Puis les Rangers, après, au 19e siècle, ce sera aussi les Texas Rangers qui vont jouer un énorme rôle dans les dernières guerres indiennes, notamment contre... les Comanches. Contre les Comanches, contre la nation Comanche, notamment en adoptant leur manière de se déplacer, etc., leur capacité à traquer, y compris dans le désert. Enfin bon, bref, le terme de ranger est intéressant. Le dernier mot, je crois, pour Alexandre. Le dernier mot, une fois qu'on a éliminé ceux qui font un peu doublon, donc collaboration, résistance. Alors on en a un petit peu parlé avec espionnage déjà, mais se pose, c'est quand même toute l'histoire du début, du milieu de ça. C'est voilà. Quand on a une puissance montante, comme l'est manifestement le Mordor au début du Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Qui se sent l'âme d'un résistant et qui se le sent pas ? C'est... voilà, je sais pas... comment dire, il y en a plein qu'on a déjà cités, mais c'est, on a passé parler de Saruman quand même. On a peut-être pas parlé de Saruman, mais alors Saruman c'est très intéressant parce que Saruman c'est typiquement quelqu'un qui pense être résistant et qui en fait est collaborateur, enfin qui pense avoir sa partie propre à jouer
et qui en fait, c'est Pétain. Une sorte de Laval même, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui pense avoir sa voix propre et qui en fait, par le palantir avec lequel il communique avec Sauron, etc., en fait se fait complètement bouffer. Je souhaite la victoire de Sauron, parce que sans lui... Mais avec juste la question, prendre sa place. Oui. avec la question qui est centrale, oui, parce qu'il pense que s'il a l'anneau, il sera plus puissant que Sauron et que donc il battra Sauron, sans comprendre que s'il a l'anneau, il deviendra Sauron. Enfin bon, bref. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'en fait la question centrale du Seigneur des Anneaux, c'est une question morale. Se pose la question morale pour absolument tous les personnages. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Quels sont vos principes? Et jusqu'où vous êtes capable de les pousser? Et voilà, c'est ça, face au mal, à la noirceur, etc., qui ne prend plus... Parce qu'on peut dire, dans d'autres moments, Sauron, Morgoth avant lui, ont pu user de la ruse et user de trucs un peu, voilà, pour attirer, pour tromper les gens. Là, plus du tout. Vous avez le mal, clair, assumé, qui se définit comme tel et qui ne fait aucune dissimulation de ses intentions. Et voilà, donc quand vous avez cette clarté... Elon Musk, quoi. Ouais. La question est réelle, parce qu'en fait, Saruman, effectivement, Saruman veut peut-être faire le bien, mais quels sont les moyens qu'il utilise? Eh ben, il va faire des orques. Il va les armer, il va détruire, etc. Et donc finalement, en fait, il décide de combattre Sauron en devenant déjà Sauron, en fait. Et donc, en fait, toute la question, c'est de savoir... Mais en fait, qu'est-ce qui importe le peu? Ce pour qu'on se bat ou la façon aussi dont on se bat? C'est une très bonne première conclusion. On avait dit qu'on essaierait un petit jeu à la fin sur lequel on a déjà un peu empiété. C'est on choisit des personnages du Seigneur des Anneaux et on décide qui c'est, en personnage historique ou en personnage contemporain. Moi, j'en ai un qui me plaît bien, c'est Boromir. Ce brave Boromir. Pour moi, c'est Curtis LeMay, c'est-à-dire le chef de l'aviation américaine. Il est persuadé qu'il faut utiliser la bombe. Un génocide. Il faut utiliser la bombe. C'est tellement tentant, elle est là, il faut l'utiliser. Et comme Curtis LeMay, c'est quelqu'un qui a une idéologie extrêmement forte et bien formée, qui veut défendre le pays dont il vient, donc les États-Unis, le Gondor, qui pense que voilà, il est menacé, donc on a une arme idéale à portée de main. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et fort heureusement, comme Curtis LeMay, il a été un peu marginalisé par des gens qui avaient une vision à plus long terme et plus morale des choses. Donc voilà, moi Boromir, il marche assez bien avec Curtis LeMay. Très bien trouvé. Je l'avais pas vu celui-là. Moi, je vais dire Sauron Donald Trump. Et c'est pas Poutine plutôt? Moi j'étais parti sur Poutine. Alors moi je vais partir sur Donald Trump déjà pour appuyer le fait que faut qu'on arrête de le traiter en allié potentiel mais carrément comme une menace d'une part, mais aussi parce que c'est le côté et je vais revenir là-dessus sur le côté pollueur. Donald Trump revendique son droit de revenir à une industrie qui est complètement prédatrice, qui est complètement polluante et qui ne tient absolument pas compte ni des gens ni de la nature. Ou en tout cas la nature, non même pas la nature, tout simplement du futur de la planète. Et c'est exactement le programme de Sauron, programme qu'il a déjà mis en œuvre au Mordor et qu'il compte étendre au reste de la Terre du Milieu. Ok. Ouais, non, là j'en ai pas. Moi je resterai sur Saruman Pétain. C'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir une voix à proposer, qui est persuadé d'être choisi, qui est persuadé d'être le meilleur, qui est persuadé d'avoir toute la légitimité de pouvoir fédérer autour de lui. Qui est un vieillard d'ailleurs. Qui est un vieillard, et qui, du coup, est prêt à toutes les compromissions et après à tous les avilissements, et à la fin, au milieu, mais il ne reste rien des choses pour lesquelles il prétendait avoir une supériorité morale. Ouais. Petite pensée pour Faramir, j'ai pas d'équivalent contemporain, il est dur à trouver, mais petite pensée pour lui qui est quand même le personnage le plus maltraité du livre à l'écran pour moi, c'est un déchirement à chaque fois que je vois les deux tours. Qui est par ailleurs le doppelganger de Tolkien, c'est dans Faramir qui se voyait, et dans Faramir qui a une vision très particulière de la guerre, qu'il expose dans les deux tours, où il dit, c'est très intéressant, la vision de Faramir de la guerre, c'est exactement le bon général, c'est celui qui fait la guerre sans l'aimer, et c'est celui qui dit, c'est évidemment qu'il faut faire la guerre de temps en temps, mais il faut arrêter de glorifier, on est obligé de nos jours de glorifier les guerriers, mais ce n'est ni souhaitable, ce n'est ni heureux, ni souhaitable. C'est un bon mot de la fin pour cette émission, évidemment. Moi j'allais poser une question, puisqu'en fait je suis absolument perdu, c'est
qui serait Gandalf, parce que nous avons grand besoin d'un Gandalf. C'est une bonne question. Quelqu'un de très puissant mais pas très sympathique. Mais qui œuvre dans l'ombre inlassablement, sans se mettre en avant, pour unir les gens de bonne volonté. Vous voulez dire Emmanuel Macron, ça marche pas du coup. Non. On va dire aux gens qui nous écoutent de nous envoyer leurs suggestions pour espacer un petit peu avec tous les autres critiques qu'on va prendre. Donc voilà, vous pouvez évidemment nous écrire et nous faire part de vos commentaires sur tout ce qu'on a raconté, qui sera évidemment loin de faire l'unanimité, on l'imagine, mais on espère vous entendre sur tous ces sujets. Merci beaucoup Ryan. Merci à vous deux, Alexandre et André. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio, comme d'habitude. Oui, les remarques, les commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se lancer sur le créneau. N'hésitez pas. Je pense que Ryan vous répondra plus que nous. Parce que moi, il n'est pas impossible que je coupe les notifications à un moment dans ce truc-là, mais néanmoins, c'est il aura plus de billes pour le faire, en tout cas. Ça, c'est certain. C'est certain. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.